Pour cette prochaine session, j'ai le plaisir de vous présenter les deux intervenantes et le thème de la discussion, à savoir comment traiter les patients atteints de carences en fer par voie intraveineuse ou par voie orale. Les carences en fer sont un grave problème chez les personnes atteintes de troubles de la coagulation. 20% des femmes qui sont en âge de procréer ont des carences en fer au Canada et c'est un des grands problèmes des personnes atteintes de troubles de la coagulation. Par conséquent, c'est une cause d'anémie importante. Ces carences en fer peuvent être un grave problème chez ces patientes et chez les femmes enceintes. On nous pose toujours une question qui est quelle est la meilleure manière d'administrer le fer chez les personnes anémiques et nous allons voir aujourd'hui donc quelles sont ces possibilités. Nous allons vous présenter une partie du programme qui va être un débat sur l'administration par voie orale versus par voie intraveineuse. Ce sont deux hématologues qui ont participé à nos travaux et qui vont en parler. Donc, je peux vous dire que ces deux intervenantes viennent d'arriver d'Ottawa parce qu'elles ont participé au cours pour débattre qui était donné là-bas et moi-même aussi pour modérer ce débat. Vous voyez un petit peu le niveau d'exigence. Et bien sûr, c'était une plaisanterie. En tout cas, pour ce débat, je vais vous présenter, j'ai l'honneur de vous présenter les deux intervenantes. Sur notre droite, nous avons le Dr Rochelle Winikoff et Rochelle et Michel, donc ce sont deux noms qui sont un petit peu proches. Donc sur notre droite, Rochelle Winikoff, qui a obtenu son diplôme de l'école de médecine de l'Université McGill en 1995. Elle a poursuivi ses études en médecine interne et en hématologie adulte. En 2003, elle débute en hémophilie à Sainte-Justine, au CHU de Sainte-Justine. Elle est directrice médicale du programme interdisciplinaire d'hémostase du Centre d'hémophilie du CHU de Sainte-Justine. Elle est présidente du comité des femmes atteintes de troubles de la coagulation du Canada. Elle est présidente d'honneur du nouveau programme clinique et éducatif pour les femmes souffrant de troubles de la coagulation de code rouge. Et sur notre gauche, nous avons Michel Schulzberg, qui a reçu un MDCM en formation de résidence et médecine interne de l'Université de McGill. Elle est médecin. Elle a effectué un stage de recherche en hémostase à Toronto. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'Université de Toronto en épidémiologie clinique et recherche sur les soins de santé. Elle est hématologue clinicienne spécialisée dans les saignements et co-directrice du programme d'hémophilie de l'hôpital Saint-Michael. Elle est également directrice médicale du laboratoire de coagulation de la gestion des échantillons et de sceptiques au sein du département de médecine. Elle participe à l'étude des sujets suivants: outils de prédiction de saignement périopératoire, amélioration de la qualité de soins aux femmes enceintes, pertinence des tests de coagulation et nouveaux traitements de la thrombocytopénie immunitaire. J'espère que vous allez
prendre plaisir à écouter ce débat. J'ai oublié de dire qu'il y avait certaines règles dans ce débat. Donc, bon, en réalité, il n'y a pas vraiment de règles, mais nous allons demander que chaque intervenante fasse une présentation d'une dizaine de minutes. Ensuite, nous passerons à une discussion à la fin et nous voterons, le public votera sur la façon dont chacune des intervenantes a pu faire passer le message concernant la meilleure administration du fer. Merci beaucoup, Dr. Amen. Michel Schultzberg au micro, merci beaucoup. Donc, je vais vous parler de toutes les raisons pour lesquelles le fer administré par voie orale est supérieur au fer administré par voie intraveineuse. Il y a beaucoup de raisons. Je vais commencer par rappeler à tout le monde que la supplémentation du fer par voie orale est celle qui est la plus connue et dont l'efficacité est la mieux connue aussi. Donc, l'histoire de carences en fer remonte très loin dans le temps et on la trouve dans la bibliographie médicale et les traitements de cette maladie appelée chlorose étaient disponibles pour les personnes. On utilisait par exemple des os pour traiter différents problèmes, différents types de maladies et de fatigue. Et ensuite, les études pédiatriques, le docteur Mackay a été le premier à faire une connexion entre les carences en fer et l'anémie et il a commencé à traiter ces personnes avec des sels de fer. Et la supplémentation de fer par voie orale est normale parce que nous sommes faits pour absorber le fer et pour le conserver et notre intestin fonctionne dans ce sens. Si l'intestin fonctionne correctement, nous pouvons le faire. Nous avons une grande capacité pour absorber le fer, mais il faut très peu de choses pour que l'hémoglobine et la myoglobine et les différentes enzymes métaboliques soient absorbées. Nous absorbons juste un petit peu, 1 à 2 mg par jour suffisent. Donc, c'est un système qui est vraiment étonnant, très efficace. Et nous avons un système très sophistiqué pour absorber ce fer avec donc la vitamine C, par exemple, qui joue un rôle important. Si vous regardez cette assiette, vous voyez ici les deux moyens d'absorber le fer. Non seulement on peut absorber le fer en le tirant de la viande, en l'obtenant dans la viande, dans des légumes verts. Il suffit aussi de boire un verre de jus d'orange pour absorber ce fer. Donc, le remplacement oral est quelque chose de fer, est quelque chose de naturel dans notre environnement. Et donc, le docteur Winikoff peut me dire, mais que se passe-t-il si une patiente saigne trop? Que faire dans ce cas-là? Eh bien, ma réponse ici, c'est que si une patiente saigne, il faut arrêter les saignements. Nous savons comment le faire. Nous sommes des membres du AHCDC. Nous savons comment stopper de manière efficace ces saignements. Donc, il suffit de le faire. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que la carence en fer est une véritable pandémie dont nous souffrons, pas le COVID-19. Et donc, comment traiter la planète dans sa totalité qui est affectée par cette carence en fer avec du fer par voie intraveineuse qui est si cher. Donc, le fer par voie orale ne coûte pas cher et on peut administrer cela à toute la population qui en a besoin. Ici, vous voyez des données qui montrent que de 30 à 65%
de la population dans certaines régions souffre de carences en fer et en Amérique du Nord, on a 2,9 %. Donc je ne sais pas comment traiter toutes ces personnes avec une administration par voie intraveineuse. Et puis un autre point important, il faut attirer l'attention sur le fait que la carence en fer est le gros problème de notre justice sociale, équité sociale et santé publique. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce type de traitement et il faut trouver un traitement qui soit bon marché et accessible à tous. Je vais vous donner un exemple ici. Je vais comparer le coût des suppléments oraux en fer qui existent par rapport aux suppléments par voie intraveineuse. Donc, on a 9 dollars. C'est très bon marché. Et même si je passais à un supplément plus cher, ça reste très bon marché. 70 dollars versus 550 dollars pour les deux différents types de traitements. Et non seulement cela, mais il y a aussi des études qui montrent que des petites doses peuvent être aussi efficaces ou plus efficaces que des doses élevées. On peut les donner moins souvent et cela est très bien toléré et c'est encore moins cher. Et pourquoi est-ce que je suis si sûre à ce propos? Eh bien, c'est parce que je pense que je suis une experte dans le domaine de l'anémie à cause des carences de fer. Je fais des études avec mes collègues. Nous faisons donc des études sur les supplémentations en fer et je sais très bien de quoi je parle. Et à nouveau, le docteur Winikoff peut dire, mais Michel, le fer par voie intraveineuse peut être remboursé, mais cela est utile pour les personnes qui répondent aux critères pour cette couverture médicale. Et donc, ici, nous avons besoin de couvrir toute la population, même ceux qui n'ont pas de couverture d'assurance médicale. Et puis, ce qui est important, il y a des effets secondaires qui ne sont pas positifs du tout dans le cas de l'administration par voie intraveineuse. Donc, on a différents types ici de contenus en fer labile qui sont associés avec des résultats cardiovasculaires négatifs et une augmentation de la mortalité. Vous ne m'entendrez pas dire qu'il y a un risque de mort avec l'administration par voie orale. Et cela va au-delà même de ce que je viens de dire. Les patients peuvent avoir une réaction de risque anaphylactique et de mort. Et non seulement cela, il est difficile de faire une différence entre les réactions sévères et les réactions qui peuvent ne pas être sévères et qui ne vont pas provoquer la mort du patient. Donc, il est difficile pour les médecins de savoir dans quel cas ces réactions sont graves et dans quel cas ces réactions ne sont pas graves. Et ici, vous voyez une étude, un consensus d'experts canadiens et un document qui montre la réaction anaphylaxique et suite à cette administration chez des patients. Et il y a des experts canadiens qui ont reconnu le risque d'administration par voie intraveineuse du fer. C'est un problème donc important. Oui, bien sûr, il y a des effets secondaires associés au fer par voie orale, mais ils sont inférieurs et ils sont gastro-intestinaux en général. Et je pense qu'avec de bonnes conséquences, tout est possible. Je vais vous le prouver. D'abord, je vous montre ici mon t-shirt Iron Mom. C'est quelque chose qui est simple, numérique et centré sur le patient avec une intervention. Il s'agit d'une application pour les femmes enceintes et qui leur explique comment prendre du fer par voie orale. Vous avez besoin d'un site Internet pour les médecins et pour les patients. Il s'agit d'un algorithme qui s'appelle Commencer à prendre du fer par voie orale. Et on a ici des systèmes pour faire des prescriptions de manière très simple. Et ça marche très bien. On le sait, ça marche. On va commencer à faire un essai dans ce sens pour aborder ces questions parce que cela a été démontré, cela marche, mais on peut se demander que se passe-t-il dans le cas des patientes qui ne sont pas enceintes.
celles qui ont par exemple des règles abondantes. Eh bien, vous pouvez aussi aborder ce type de problème avec le même système. Il suffit d'apprendre aux patientes comment prendre de l'acide tranexamique de manière correcte et ensuite comment prendre du fer par voie orale. Alors, est-ce que cela a marché? Vous voyez ici les résultats d'une recherche. Nous avons augmenté la conformité du traitement de fer par voie orale et ça a très bien marché. Donc, en résumé, je dirais pourquoi est-ce que le fer par voie orale est supérieur au fer par voie intraveineuse. D'abord parce qu'on connaît cette manière de l'administrer. Ensuite, on l'absorbe très bien si l'intestin marche. Ensuite, le remplacement du fer par voie orale est plus naturel. Si la patiente saigne, il suffit d'arrêter cette hémorragie. Nous savons le faire. Ensuite, il y a des effets qui sont dangereux concernant l'administration par voie intraveineuse du fer et l'administration par voie orale est peu chère et on a beaucoup de connaissances et c'est facile de diffuser ces connaissances et de présenter les traitements aux patients. Merci. Bravo, merci. C'était très éducatif, très intéressant. Et nous allons maintenant donner la parole à Rochelle Winikoff qui va nous présenter la partie adverse. Pourquoi est-ce que la voie intraveineuse est meilleure? Et il y a des avantages à être seconde, dit Rochelle Winikoff au micro. Et c'est parce que j'ai entendu déjà ce qui a été dit. Je vais maintenant vous convaincre que la voie intraveineuse est la meilleure. Mais je voudrais d'abord vous dire que l'attribution du thème sur lequel nous allions débattre a été faite par pile ou face. Donc moi, j'ai reçu la partie de l'administration par voie intraveineuse. Je vous présente maintenant les conflits d'intérêts. J'appartiens au comité consultatif pour la prise en charge de l'anémie avec Pfizer et l'importance maintenant de ce débat, c'est de connaître la personne contre qui on va débattre. Michel est une très bonne hématologue, mais ce qu'il faut savoir à propos de Michel, c'est si on peut lui faire confiance. Et donc d'abord, je voudrais dire que Michel dit qu'elle est de Toronto, mais en réalité, elle est de Montréal. Ensuite, elle est toujours avec un groupe d'hématologues et qui appartient au groupe des Dragons. Donc attention. Et puis ici, c'est important de souligner que Michel dit qu'elle est pour l'administration par voie intraveineuse et dans son compte de Twitter, elle parle de cela justement. Elle dit que c'est une déclaration qui n'est pas basée sur des preuves et qu'il faut parler de la sécurité du fer par voie intraveineuse chez les femmes enceintes. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais continuer. Il n'y a pas de débat concernant les carences en fer et l'anémie due aux carences en fer sont quelque chose qui n'est pas courant. C'est tout à fait courant, ça a un impact négatif sur les femmes, cela peut causer des dysfonctions plaquettaires acquises et cela a un impact négatif sur la grossesse et sur le bébé. Alors, comment le traiter de la meilleure manière? L'objectif de ma présentation ici est de montrer clairement que la voie intraveineuse est la meilleure. Alors, les propriétés d'un médicament. Ce médicament doit être efficace, sûr, sélectif, prédictible, facile à administrer, qu'il n'a pas d'interaction et qu'il n'est pas cher ou qu'on a un coût comparativement inférieur. Le fer, il s'agit d'une construction avec un noyau d'oxyhydroxyde et une coquille et cela
a différentes propriétés pour le faire. Ici, vous voyez sur ce tableau qu'il y a différentes possibilités, différents produits qui sont disponibles. Vous avez le fer isomaltosite qui est la nouvelle génération. On a différentes propriétés. Les nouvelles générations peuvent être administrées de différentes manières, une manière en dose unique. Donc, c'est intéressant pour les patients qui ont des carences en fer. C'est efficace, c'est rapide. Ici, vous voyez une analyse systématique qui comprend 18 essais contrôlés, randomisés contrôlés, avec des patientes qui étaient enceintes. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a un avantage très clair pour traiter les carences en fer par voie intraveineuse, et c'est l'impact sur l'hémoglobine. Après 2-3-4 semaines, il est clair qu'on a des avantages très clairs pour l'administration par voie intraveineuse. De l'autre côté, vous voyez la voie orale, presque en blanc sur la diapositive. Donc, il n'y a pratiquement pas de raison de favoriser la voie orale. Le fer par voie intraveineuse est plus rapide. Ici, vous voyez une étude dans laquelle on compare les différentes thérapies en cas de carence en fer. Ce que vous voyez ici, c'est qu'à partir du 14e jour, il y a une augmentation de l'hémoglobine, et cela montre la comparaison avec le groupe oral, où on arrive à ce point-là au 28e jour. Donc, ici, ce sont les résultats, et à gauche, la question qui a été posée: si vous utilisez la intraveineuse pendant la grossesse, est-ce que cela est efficace? Et la réponse est oui. 14e jour, vous voyez qu'il y a une augmentation d'hémoglobine qui est importante, et jusqu'à l'accouchement, ça continue. Ici, sur ce graphique que vous voyez, que si vous regardez sur la barre qui est à droite, sur l'écran de droite, vous voyez qu'en rouge, la personne qui a reçu du fer par voie intraveineuse, la grande majorité de patientes qui ont été comprises dans cette étude, qui était plus d'une centaine, ont une hémoglobine qui a augmenté par rapport à une minorité de patients qui le recevaient par voie orale. Et ce qui est important dans le tableau d'en bas, si vous regardez la deuxième barre verticale, vous voyez que la ferritine est de 50 à 100 est atteinte avec des patients par voie intraveineuse et pas orale. Et Michel fait un plaidoyer pour avoir une ferritine, pour appliquer la ferritine avant l'accouchement, et on parvient à cela avec la voie intraveineuse. C'est aussi sûr. Si vous regardez l'anaphylaxie avec le fer par voie intraveineuse, est-ce que c'est une préoccupation? Ce que nous voyons ici, c'est que les chiffres avec la sucrose de fer, on a une incidence d'anaphylaxie réelle de 0,6 sur 1 million. Donc, c'est très bas, et dans le cas d'une perfusion, on peut avoir une réaction, mais pas une réaction mortale. La nouvelle formulation parle aussi de niveau d'anaphylaxie encore plus bas. Ici, vous voyez une révision systématique et une méta-analyse qui analyse tous les essais qui ont été faits sur 10 000 patients qui ont reçu du fer par voie intraveineuse et orale. Et ce que vous voyez, ce sont les risques de 1,04. On voit qu'il n'y a pas eu d'augmentation de risque sévère pour les patients qui recevaient ce fer par voie intraveineuse. Il y a aussi très peu d'effets secondaires. Michel a dit ces effets secondaires sont un peu gênants, mais ce que vous voyez ici, c'est que si vous utilisez le fer intraveineuse sur la droite de l'écran, la sucrose de fer intraveineuse, vous voyez qu'il n'y a pas d'effet secondaire, et l'anaphylaxie dans cette étude particulière était de 0 sur 100 patients, et l'hypotension était transitaire chez certains patients, et chez ces patients, en général, on a constaté que c'était des
patients qui s'auto-traitaient, donc ils n'avaient pas besoin d'intervention. Donc, en tout, ce que vous voyez, c'est que le nombre d'effets secondaires rapportés, et si on compare le système oral, le système intraveineux, on constate qu'il y en a moins du côté intraveineux. Bien sûr, quand vous avez ce nombre d'effets secondaires, il faut analyser, et nous avons ici une étude intéressante sur 304 patients gyno-obstétriques et pédiatriques, et ce que vous voyez, c'est que seulement 16 ont eu une conformité totale et 27 et quelques conformités modérées et 56% une conformité basse. Donc, vous voyez que ce n'est pas très efficace de le prendre par voie orale. Et le faire par voie orale et le faire par voie intraveineuse. Par voie intraveineuse, il est plus facile à prédire parce qu'il va directement dans le torrent sanguin. Et donc, on n'a pas de problème et il va augmenter directement le fer. Et en plus, le système est direct et plus fiable au niveau de ses effets, mais on sait aussi que le fer par voie orale est difficilement absorbé. 2 ou 3 mg sur 100 sont absorbés seulement. C'est pour ça qu'il faut le prendre pendant longtemps et de manière très régulière. C'est beaucoup plus facile à administrer. C'est administré par voie intraveineuse dans une clinique, par une infirmière à la maison. Cela demande parfois seulement une dose ou très peu de doses. Il n'y a pas de traitement oral prolongé, de traitement compliqué et de prescriptions à suivre, et vous n'avez pas besoin de faire le suivi chez vos patients, des analyses de suivi pour s'assurer que cela a marché. Avec la partie intraveineuse, ça marche automatiquement. Et si cette photo ne vous donne pas des maux de tête, je ne sais pas ce qui vous en donnerait. Ici, vous voyez tout ce qui est lié à l'absorption par voie orale. Donc, avec la vitamine C, ça augmente. Avec la caféine, l'absorption diminue. Avec les produits laitiers, l'absorption diminue. En plus, la voie intraveineuse n'a pas d'interaction. Et finalement, dans une étude qui a été publiée, et on a constaté que les prix finalement étaient plus ou moins les mêmes. Donc, Winikoff versus Scholzberg. Je vais vous montrer un petit peu notre quotidien. Winikoff, j'ai la bonne solution pour vous. Et Scholzberg, elle dit à son patient, attendez, je vous explique. Ici, vous voyez là ce que Winikoff va indiquer à son patient et ce que Scholzberg va administrer à son patient. Si vous regardez de près, Michel va ajouter 3 mois à sa prescription. Elle va donner un laxatif parce qu'elle sait que le fer va constiper son patiente. Elle va lui donner des vitamine C parce qu'elle sait que le fer n'est pas très bien absorbé. Si vous regardez d'un peu plus près, vous allez voir que Winikoff va dire vous serez soigné en 20 minutes et vous vous sentirez bientôt très très bien, alors que si on regarde chez Scholzberg, elle va dire je vais vous prescrire un laxatif parce que le fer va vous constiper, vous le prendrez 2 fois par jour, vous le prendrez un jour sur l'autre parce que sinon c'est pas très bien absorbé, on ne sait pas très bien, vous pouvez avoir certaines nausées, des brûlures d'estomac, des flatulences, de la constipation. Si vous êtes enceinte, on sait que c'est déjà des problèmes que vous risquez d'avoir, donc cela va ajouter ce type de symptômes chez la femme enceinte. Et on sait aussi que lorsque vous prenez ce médicament, il vaut mieux le prendre à jeun sans prendre de produits laitiers ensuite. Ne prenez pas de Zantac pour les brûlures d'estomac non plus. Prenez-le avec un jus d'orange pour absorber mieux le fer. Et n'ayez pas peur si vos selles deviennent noires. C'est le fer qui provoque cette couleur dans les selles. Essayez de ne pas oublier de prendre votre médicament. Je sais que c'est difficile de le prendre tous les jours. Des fois, quand vous avez la nausée, vous allez vouloir sauter ou ne pas le prendre, mais il ne faut pas. Et finalement, ne vous attendez pas à vous sentir mieux dans quelques mois, dans quelques semaines ou dans un mois, parce que le traitement est très lent à agir. Et puis, finalement, faites attention. Faites attention à ce que vous choisissez.
Bien, nous allons maintenant passer à la réplique. Mais bien, merci, c'était très intéressant, et nous avons appris plein de choses. Nous allons passer à la partie suivante du débat. Je vais inviter les deux intervenantes à avoir un débat, une discussion directe. Nous donnons la parole à Michel. Michel au micro, merci beaucoup. Michel Schulter. Dr Winikoff a tout à fait raison. On a tiré à pile ou face pour voir qui allait devoir défendre le faire par voie intraveineuse et par voie orale. Le Dr Winikoff est la présidente de ce programme aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a été très juste dans le choix pour savoir qui allait commencer. Hein. Elle a raison, elle a eu de la chance parce qu'elle a d'abord entendu ma présentation. Elle est tout à fait convaincante. Elle a présenté beaucoup d'arguments, des études qui présentent des révisions, des analyses systématiques des données pour comparer les deux formes d'administrer. Je n'ai jamais prétendu que l'administration par voie orale du fer était suffisante. Je dis qu'il y a des connaissances pour dire que cela peut suffire et c'est ce que j'ai fait et ce que j'ai développé dans mon programme de recherche. Je suis d'accord avec vous que donner un médicament au patient et le renvoyer chez lui, ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. Il faut essayer d'améliorer notre système de prise en charge et de santé de nos patients et de participer à leur traitement. Ensuite, la façon dont elle a présenté et comparé ma prescription et la sienne, je dirais qu'elle elle dit que je vais dire à mes patients que ce sera très long, alors qu'elle, en donnant juste une petite dose de fer intraveineuse, tout sera réglé. Je dirais que ce n'est pas très juste. Ensuite, je ne prescrirai jamais du fer par voie orale 3 fois par jour. Je n'ai jamais suggéré que ce serait possible. Et à nouveau, je dirais, ça nous ramène à l'intervention préalable. Nous avons fait des recherches avec mon équipe. Nous savons que le fer par voie orale fonctionne. Elle a parlé de ses conflits d'intérêts. C'est très important. Et je voudrais souligner le fait que je n'ai pas de conflit d'intérêts parce que je n'en ai pas du tout, alors qu'elle en a. Donc, c'est important. Il faut le souligner. Et puis, lorsqu'elle a parlé de mon fil de Twitter où j'encourage les gens à signer une pétition contre les critiques qu'il y avait pour l'administration par voie intraveineuse du fer, je dirais que je fais cela pour tous les médicaments. Quand quelque chose est vrai, je le soutiens. Voilà. Finalement, j'aimerais dire que je n'ai jamais prétendu que j'étais de Toronto. Je suis née à Montréal, j'ai grandi à Montréal. Je suis allée à Toronto pour travailler et j'ai été recrutée par le Centre de traitement de l'hémophilie à Toronto et c'est pour cela que je vis là-bas. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Est-ce que c'est à moi de réfuter maintenant? Oui. Si c'est le cas, je dois avoir, s'il vous plaît, je vais vous demander de mettre mes diapositives sur l'écran parce que je voudrais lire quelque chose. Bien, merci beaucoup Michel, merci beaucoup Docteur Rochelle. Nous allons mettre vos diapositives sur l'écran, oui, oui, pour votre réplique, votre temps de réplique. Bien, en attendant mes diapositives, je demandais quelque chose à Michel. Lorsque vous avez fait circuler ces pétitions, Michel, est-ce que vous étiez l'auteur de cette pétition? Vous êtes nommé ici, votre nom apparaît en premier sur cette pétition. Oui, Michel au micro. Oui, c'était une pétition qui a été élaborée par un médecin qui s'appelle Dr. Sibiwan, un expert en hématologie. J'ai participé à ce travail. Ce n'est pas une étude, ce n'est pas quelque chose qui est destiné à être publié.
juste du plaidoyer que nous avons fait. Je vais le lire. D'accord? J'ai souligné un paragraphe ici qui me paraît important pour aujourd'hui, que je vais lire. Donc, ce paragraphe indique, c'est une recherche, ce sont des références crédibles. Donc, les supplémentations en fer pendant la grossesse sont utiles et le fer par voie orale n'est pas bien absorbé, comme nous l'avons montré, et avec des supplémentations, on a en plus un problème de tolérance du fer. Beaucoup de patients ont des problèmes gastro-intestinaux, les femmes enceintes sont constipées, ont des nausées et autres problèmes. Cela peut faire que ce traitement se complique, comme l'anémie devient prévalente et que elle peut augmenter. Il faut corriger cette anémie en attendant l'accouchement. Et donc, si on compare le fer par voie orale, le fer par voie intraveineuse n'a pas montré d'augmentation de taux d'événements adverses et a été mieux toléré avec moins de problèmes gastro-intestinaux et une meilleure adhérence au traitement. Notre expérience, la bradycardie fétale et les risques de problèmes au niveau fœtal et en cas d'anaphylaxie maternelle sont rares. Voilà. Alors, je crois que j'ai bien défendu ma position. Merci beaucoup, Dr. Winikoff. Michel au micro, je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette pétition a été rédigée pour se focaliser, pour se centrer sur l'utilisation des supplémentations fer pendant la grossesse et ne répond pas à la population, aux personnes atteintes de troubles de la coagulation et d'anémie, puisque toutes nos patientes ont des anémies à cause de règles abondantes. Donc, cette pétition que vous présentez n'est pas liée aux patientes ou est liée directement aux patientes enceintes. Ici, nous savons que les troubles de la coagulation vont donner des règles abondantes et c'est un autre cas. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord pour que vous utilisiez cela. Bien, bravo. Et je dirais que j'ai l'impression que si j'avais une carence en fer, je ne saurais pas très bien quelle méthode utiliser parce que vous avez toutes les deux été pleines de conviction. Vous avez fait preuve de beaucoup de conviction toutes les deux. Bon, alors nous allons maintenant voir qui a eu les meilleurs arguments pour l'administration par voie intraveineuse ou par voie orale, et nous allons voir le vote du public dans ce sens. Nous avons un quiz dans lequel vous pouvez sélectionner le vote intraveineux ou oral pour l'administration du fer. Bien, je voulais dire que c'était un plaisir et que ça a été très amusant. Ce débat a été très sympathique. Nous sommes dans un studio. Michel, elle n'est pas venue. Michel n'est pas venue. Elle n'est même pas venue. Elle est restée dans son t-shirt chez elle. Alors que nous, on était venus au studio, on s'est fait maquiller, etc. Bien, Michel au micro. Eh bien, c'est parce que je travaille. C'est encore la pandémie ici à Toronto. Je ne peux pas prendre un avion et me venir dans votre studio. Et Rochelle au micro, vous allez prescrire un peu de fer au passage, non? Michel au micro, est-ce que vous administrez du fer par voie intraveineuse actuellement aux membres du public qui sont dans le studio?
Rochelle au micro. Oui, nous sommes seulement moi et Karine ici au studio. Nous n'avons pas accès au public. Je suis ici avec Karine. Nous avons un plexiglas qui nous sépare. Voilà, la voilà. Est-ce que, Rochelle au micro, est-ce que le public pouvait poser des questions? Je crois qu'ils avaient la possibilité de le faire, non? Michel au micro, on n'entend pas. Bien, nous avons les résultats. Nous avons maintenant les résultats qui sont disponibles. Et donc, fer par voie orale. 71 personnes ont voté pour le faire par voie intraveineuse et 29 personnes par voie orale. C'était truqué, dit Michel, c'était truqué. Rochelle au micro, non, les preuves étaient très claires. Hein. La vérité a été démontrée, la vérité est mon ami. Mais bon, c'est difficile de faire cela avec une collègue que l'on respecte beaucoup. Bien, mais c'était amusant. Michel au micro, oui, c'était amusant. Et je suis tout à fait pour l'administration du fer par voie intraveineuse. Et Rochelle au micro. Et moi, je ne suis pas si contre que ça et de l'administration du fer par voie orale. Donc, c'était encore plus amusant dans ce sens. Je pense que ma philosophie ici m'a amené à démontrer tout cela. Et oui, eh bien, c'était un débat passionnant, un plaisir pour nous tous de le suivre et on a appris beaucoup de choses. Donc, on vous remercie énormément, toutes les deux, de nous avoir éduqués. C'était un plaisir de vous entendre, d'entendre les deux côtés des arguments concernant les deux administrations. Il n'y a pas de questions, mais beaucoup de compliments, par contre, qui ont été postés. Beaucoup de compliments et pour vous deux qui ont été envoyés. Donc, nous remercions les deux intervenantes, le comité d'organisation et le public qui a suivi ce débat. Merci, merci à tous. Merci, Michel. Merci, Rochelle.